Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous nous intéressons toujours au processus d'apprentissage dans le programme, c'est-à-dire que nous aimerions voir comment un programme en fait apprend au fur et à mesure qu'il s'exécute. C'est un petit peu le but de l'intelligence artificielle, c'est de savoir aussi d'avoir un programme à qui on donne quelques règles et qui à partir de ces règles en fait apprend tout seul par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Alors aujourd'hui c'est un problème qu'on va parler de la suite de Fibonacci. Et en fait, c'est un problème qui rentre le plus souvent dans ce que l'on appelle la programmation dynamique. Alors la programmation dynamique, sur le principe, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire que on va prendre un gros problème et on va le fractionner en petits problèmes qu'on peut solutionner beaucoup plus facilement. On va essayer ensuite de garder les résultats intermédiaires et le fait de garder les résultats intermédiaires va faire en sorte que le grand problème soit plus facile à résoudre. Mais vous allez voir que en faisant ça, en fait, on a aussi un mécanisme d'apprentissage qui va nous permettre, en fait, on va voir qu'un programme peut, la première fois qu'il va traiter le problème, va prendre plus de temps que lorsqu'il va le traiter alors qu'il connaît déjà le problème. Et tout le mécanisme d'apprentissage qui est derrière cette fonction, en fait, va se placer là. Donc, on va essayer déjà de comprendre ce qu'est la suite de Fibonacci et comment est-ce que cela fonctionne. Alors la suite de Fibonacci, c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent. C'est un problème que les mathématiciens aiment bien poser. En fait, tout simplement, c'est une suite dont le premier élément est 1, le deuxième élément est 1, et ensuite, elle est définie, alors je vais la définir ici, tout simplement, c'est une suite dont u de 0 est égal à 1, u de 1 est égal à 1, et u de n est égal à u de n-1 plus u de n-2. Voilà. Alors comment est-ce que je peux la définir? Eh bien, u de 0, c'est 1, u de 1, c'est 1. Donc là, c'est les différents éléments de la suite. Et tout simplement, si je prolonge ma suite, je vais simplement dire qu'à partir du moment où je suis sur un n qui est supérieur à 1, en fait, je vais simplement additionner u de n-1, donc dans ce cas-là 1, et u de n-2, donc je vais additionner l'élément qui est juste précédent et celui qui est encore avant. Donc u de 2 va être 1 plus 1 qui va me donner 2. u de 3, en fait, je vais additionner 2 et 1 qui vont me donner 3. u de 4, je vais additionner 3 et 2 qui vont me donner 5. u de 5, je vais additionner 5 et 3 qui vont me donner 8. Et u de 6, je vais additionner u de 5 et 4, 5 8 plus 5, ça va me donner 13, et ainsi de suite. Si je voulais le résumer avec Excel, tout simplement, je pourrais dire que chaque élément, c'est l'élément qui le précède, plus l'élément qui est encore juste avant. Voilà, et je pourrais tirer ma formule, et j'aurai ma suite de Fibonacci. Ok, donc ça fonctionne. Alors, je voudrais peut-être essayer, tiens, on va essayer de le tirer un petit peu plus, pour que... Ouais, 40, c'est bien. Alors là, je suis pas sûr, il y a des virgules. Ouais, ça marche pas. Bon. Alors, on en est arrivé à cette formule-là. Si je le tire, là, ouais. Bon, je sais pas pourquoi ça peut marcher. Et on arrive rapidement, vous voyez, à des chiffres très très grands. On arrive rapidement à des millions. Est-ce que là, je peux tirer celui-là encore? Ok. On est jusqu'à 38. Ok. Donc, u de 0, voilà, u de 0 égale à 1, u de 1, et voilà, et on a défini la suite de Fibonacci. Donc si cette suite, je voulais la définir en termes d'algorithmie, bah en fait, je pourrais monter ma suite de Fibonacci exactement selon les indications que j'ai ici. Je pourrais donc créer une fonction que j'appellerais, je sais pas, Fibo, qui prendrait en paramètre n, qui est un nombre entier, qui renverrait un entier. Vous voyez que la suite de Fibonacci prend 0 renvoie 1 renvoie 1, 2 renvoie 2, 3 renvoie 3, 4 renvoie 5, et ainsi de suite. Donc si je revois un entier, on aurait le début et la fin. Et dans ma fonction, qu'est-ce que je ferais? Et bien tout simplement, je dirais que si n est égal à 0, ou si n
est égal à 1, donc là on est dans les premiers cas, si U de 0 et U de 1, alors on doit retourner 1. Sinon, qu'est-ce qu'on retourne? Eh bien, on va retourner tout simplement, on va traduire cette fonction en récursive et de dire simplement que si jamais c'est pas U de 0 ni U de 1, on va retourner en fait U de n-1 plus U de n-2. Donc en fait, ce que je vais appeler, c'est Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers la fonction, la vidéo sur les fonctions récursives, si vous avez besoin de plus de choses. On va juste rappeler, en fait, Fibo, qui est la même fonction qui est ici, on va la rappeler simplement sur n. Là, celle-là, elle va me calculer n, celle-là va juste me calculer n-1, et là, en fait, ça va me calculer n-2. Ok. Donc on a notre algorithme, je vous propose de directement prendre un Visual Studio pour programmer en Python notre fonction Fibo. Alors, est-ce que ça marche? Bon, je vais utiliser def, on commence à connaître en Python, je vais donner le paramètre n, et je vais simplement dire if n égale 0, or n égale 1. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire simplement un return 1, et dans le cas contraire, else, je vais faire un return Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. On va essayer ça. Est-ce que Fibo de 5, par exemple, on va faire un print de Fibo de 5. Est-ce que ça me ramène bien ce que je m'attends à avoir? Je vais faire un print de fib.py. Ah. Python fib.py. 8. Alors, est-ce que c'était bien ça? Fib de 5 égale à 8. Ok, donc notre fonction Fibo, elle marche. Bon. Maintenant, on va voir que notre fonction Fibo, en fait, elle prend rapidement de très grandes valeurs. Et on va essayer, par exemple, d'essayer d'estimer le temps que va utiliser cette fonction Fibo. Alors pour ça, je vais importer une bibliothèque qui s'appelle time, qui va me permettre de calculer le temps d'exécution de ma fonction Fibo. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de calculer quel est le temps de début. Je vais récupérer le temps de début, et je vais récupérer le temps de fin, donc c'est juste un timer hein, de début et de fin, et je vais en fait afficher print fin moins début pour savoir combien de temps a duré la recherche du Fibo de 5. Donc là en fait je le cherche, en fait c'est à 0 secondes, enfin c'est négligeable, il n'a pas trouvé. Si je monte déjà à 37, vous allez voir que déjà on va avoir un petit temps. On va déjà avoir besoin de quelques secondes, et vous voyez que là, il m'a calculé Fibo de 37, donc ça doit être 39 000 et quelques. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous voyez qu'il a mis 8 secondes, 4. Ok, donc déjà, on n'est pas très très grand, hein, on est déjà que à le 37e élément, mais déjà 8 secondes à être calculé. Alors je vous imagine si jamais on en calculait 1000. Alors pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Bah, en fait, ça prend autant de temps parce qu'on fait tout le temps les mêmes calculs et on les répète, on les répète, on les répète en boucle. Comment ça marche? Si je reprends mon tableau Excel, qu'est-ce qui va se passer si j'ai fait mon Fibo de 37? Alors, Fibo de 37, ça va me calculer... Ça va calculer quoi? Ça va calculer Fibo de 36 plus... Ça va me calculer Fibo de 36 plus Fibo de 35, c'est-à-dire le membre qui est juste avant 36 et le membre qui est encore avant 35. Et Fibo de 36, si j'ai à le calculer, qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, ça va me calculer Fibo de 35
plus Fibo de 34. Fibo de 35, qu'est-ce que ça va me calculer? Ben, ça va me calculer Fibo de 34 plus Fibo de 33. Et là, vous voyez rien que sur ce petit exemple, eh bien, Fibo de 35, je le calcule déjà 2 fois. Fibo de 34, je le calcule aussi 2 fois. Et en fait, tout l'algorithme de Fibonacci va être une succession en fait, des mêmes calculs. Et donc, je ne vais pas arrêter finalement de tout le temps calculer la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, que ça va me prendre du temps. Donc, une des améliorations que l'on peut faire de notre algorithme, c'est simplement de se dire, bah, je vais sauvegarder mes résultats aléatoires. C'est-à-dire que petit à petit, je vais sauvegarder mes résultats, et quand j'aurai mon résultat, en fait, au lieu de le recalculer complètement, je vais simplement le prendre là où il aura été stocké. C'est ça, en fait, qu'on appelle la programmation dynamique. Donc, je vais recréer une fonction Fibo que je vais appeler Fibodyn pour Fibo dynamique. Et ma fonction Fibodyn, sur quoi elle va s'appuyer? Bah, tout simplement, elle va s'appuyer sur un dictionnaire que je vais lui mettre en paramètre. Et qu'est-ce que je vais lui mettre là-dedans? Eh bien, je vais tout simplement dire que, à la place de return là-dedans, je vais simplement dire que je vais calculer ma somme qui était la valeur de Fibo que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour calculer Fibo de n, je vais calculer Fibo de n-1 plus Fibo de n, je vais en faire la somme, et cette somme, en fait, je vais la stocker directement dans mon dictionnaire, et je vais dire que la valeur qui se rapporte à n, donc si j'ai par exemple Fibo de 37, je vais tout de suite la stocker, je vais tout de suite stocker cette somme, et je vais ensuite la retourner. Ok, donc ça veut dire que je vais maintenant calculer tous les résultats successifs. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aurai calculé Fibo de 35, et bien si jamais je retourne ici pour avoir le calculé plus tard, en fait, au lieu de repasser par le calcul de Fibo de 35, je vais tout de suite donner la valeur qui est associée à Fibo de 35. Et donc, il faut que je le fasse, donc c'est-à-dire que si n est égal à 0 ou à 1, ça ne change pas, je vais retourner 1. Par contre, ce que je vais vérifier, c'est est-ce que j'ai pas déjà n dans mon dictionnaire? Est-ce que n n'appartient pas déjà à mon dictionnaire? C'est-à-dire que est-ce que n n'appartient pas déjà à toutes les valeurs que j'ai stockées? Si oui, eh bien au lieu de recalculer, je vais tout simplement renvoyer la valeur qui est associée à n dans mon dictionnaire. Là aussi, pour l'utilisation des dictionnaires, j'ai fait une vidéo dessus pour que ce soit plus clair. Donc, là, j'avais calculé que Fibo de 37, ça m'avait pris 8 secondes, 4. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dictionnaire vide. Je vais donner ce dictionnaire vide à ma fonction Fibo dynamique. Et je vais lancer le calcul. Et vous allez voir que... Est-ce que tout marche correctement? Fibodyn. J'ai dû oublier quelque chose. J'ai envoyé D. Ah oui. J'ai oublié de mettre D en paramètre, évidemment. J'ai oublié de mettre Fibo dynamique ici, puisqu'en fait j'ai rappelé la fonction Fibo dans le premier tour, donc effectivement ça n'a rien changé. Là c'est bien la fonction Fibo dynamique que je rappelle, et je la rappelle bien à chaque fois en lui passant le dictionnaire dont je veux me servir. Et là vous voyez qu'elle me recalcule Fibo de 37, et maintenant le temps est devenu négligeable. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les procédures qui sont stockées vont en fait me permettre d'aller beaucoup plus loin. Maintenant je pourrais par exemple faire Fibo de 500. Je pourrais calculer Fibo de 500 et vous voyez que là je suis de l'ordre du millième de seconde, alors qu'avant il me fallait déjà 9 secondes, déjà rien que pour calculer Fibo de 1. Ok, alors vous voyez maintenant, ce que l'on pourrait simplement dire aussi, c'est que, donc là, le premier tour, j'ai calculé finalement Fibo de 50. Maintenant, on pourrait voir, dans le deuxième tour,
c'est-à-dire que je pourrais, maintenant j'ai tous les résultats qui ont été stockés dans D, c'est-à-dire que je suis passé une fois par toutes les valeurs, donc j'ai stocké toutes les valeurs, et je repasse une deuxième fois, et vous allez voir que maintenant, cette fois-ci, la deuxième fois, le temps est négligeable. Donc on s'y attendait, hein, puisque finalement la valeur de Fibo de 500, elle a été stockée dans mon dictionnaire, et donc maintenant, il n'a plus fait aucun calcul, il a juste essayé de chercher Fibo de 500, il l'avait dans la liste, donc il a récupéré directement la valeur, sans avoir besoin de faire aucun calcul, et il m'a renvoyé le résultat en 0 secondes. Donc ça aussi, ça peut être pris pour un mécanisme d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il a passé un tour de boucle à calculer tous les résultats intermédiaires, et une fois qu'il les avait calculés tous, eh bien, on peut relancer la fonction sans avoir plus aucun temps de traitement. Donc vous allez me dire, peut-être effectivement, on n'a plus de temps de traitement, par contre, on a créé une structure dictionnaire qui, elle, en fait, va gonfler en volume en fonction des données qu'on va stocker. En fait, c'est une des problématiques que l'on a toujours en programmation. On a toujours, en fait, cette problématique, quand on optimise, soit, en fait, on va gagner du temps d'exécution, soit, en fait, on va minimiser l'empreinte de la mémoire que l'on va utiliser. C'est toujours un peu jongler entre les deux, et ce que l'on préfère. Mais là, on voit que le temps que l'on gagne est assez significatif, parce que sinon, on ne serait jamais arrivé à calculer autant de montants de Fibonacci. Donc ça, on peut imaginer le remettre à grande échelle sur quelque chose d'un petit peu plus complexe, et de dire, voilà, je vais faire tourner mon modèle, je vais l'alimenter en données, et ces données-là, là encore une fois, sur un programme, si jamais j'interromps mon programme maintenant, eh bien les données sont perdues, mais je pourrais très bien stocker les valeurs intermédiaires, je pourrais les stocker dans un fichier texte, je pourrais les stocker dans un fichier JSON, dans un fichier XML ou dans une base de données, et donc ça voudrait dire que ces fichiers, ces valeurs temporaires, me permettraient de gagner du temps sur tout ce que je vais faire dans le futur. Donc c'est aussi un mécanisme d'apprentissage qui peut être fait par le programme. Ces valeurs intermédiaires calculées vont me permettre de gagner du temps sur toutes les exécutions futures que je vais faire. Donc cette suite de Fibonacci nous a permis d'aborder de nouveau un problème récursif, c'est-à-dire une fonction qui s'appelle elle-même, et on a vu en fait la difficulté, le temps qu'a pris sur la première itération la fonction pour nous ramener une valeur. Tout simplement parce qu'en fait, on s'est rendu compte en décomposant le calcul que l'on faisait tout le temps les mêmes calculs, on les répétait à l'infini, et la solution que l'on a trouvée pour optimiser ça, pour avoir un temps de réponse beaucoup moindre, ça a été simplement de dire, je vais réduire le temps, en stockant les résultats intermédiaires, pour que j'ai plus à faire X fois le même calcul, une fois pour toutes, je vais stocker dans une variable appropriée les résultats du calcul et je vais m'appuyer sur le résultat intermédiaire plutôt que de refaire les calculs à chaque fois. Et vous avez vu que le temps qu'on a gagné était considérable. On est passé de 8 secondes à quelque chose de pas du tout significatif pour Fibo de 37, et ensuite ça nous a permis de calculer des membres, enfin des éléments de la suite que l'on n'aurait pas pu calculer avec la première version. Et on a vu aussi que, à partir du moment où toutes les valeurs intermédiaires étaient stockées, que mon dictionnaire était disponible, ça voulait dire aussi que je pouvais relancer la fonction directement sur le dictionnaire et gagner encore du temps. Puisque cette fois-ci, à partir du moment où toutes les valeurs de stockage étaient là, en fait, je n'ai plus fait aucun calcul, toutes les valeurs étaient là, j'ai plus eu à faire que d'afficher la valeur dont j'avais besoin. Donc là, c'est ce qu'on appelle une façon dynamique de gérer le problème, c'est-à-dire qu'on va stocker les résultats intermédiaires, et le fait de stocker ces résultats intermédiaires va aussi nous aider, puisque ça va permettre au programme d'apprendre des choses nouvelles. Au début, il a commencé avec un dictionnaire vide, dictionnaire qu'il a petit à petit rempli, et le fait de remplir ce dictionnaire fait que maintenant, quand on rappelle la fonction, on va plus vite. Donc ça, ce sont des petits mécanismes d'apprentissage. On reste toujours dans quelque chose de très simple, on va aller toujours de plus en plus complexe dans ce domaine. On est sur quelque chose de très simple, mais qui nous montre qu'un programme est capable d'apprendre pendant son exécution et que cet apprentissage va lui permettre d'avoir une version optimisée pour trouver la solution au problème qui lui est demandé. Bonne journée!